Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Marco Roca, je suis chercheur CNRS à l'UMR Dres, à l'Université de Strasbourg, et je suis aussi le coordinateur de l'équipe française du projet Viral. L'objectif de cette visioconférence est de présenter et discuter le premier rapport de ce projet européen qui porte sur le dialogue social dans le secteur de l'aviation civile avant la crise de la Covid. Pour concrétiser ces résultats et ce rapport, je suis aujourd'hui rejoint par deux interlocutrices qui ont une expérience directe du dialogue social dans ce secteur. Madame Marie-Claude Anfou du syndicat national des pilotes des lignes et Madame Christelle Auster du syndicat national du personnel navigant commercial. Je tiens déjà à les remercier énormément pour leur temps et leur disponibilité tout au long de ce projet. Donc, avant de procéder avec la présentation des thématiques qui vont nous intéresser aujourd'hui, je tiens à dire quelques mots sur le projet en tant que tel. Le projet Viral, Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown, est un projet de recherche européen financé par la DG Emploi de la Commission européenne, qui vise à améliorer la connaissance du dialogue social dans le secteur de l'aviation civile, qui est un secteur stratégique pour l'économie européenne, mais aussi un secteur qui a été lourdement touché par la crise de la Covid. Pour ce faire, le projet couvre 7 pays. Le projet est coordonné par l'Université de Chieti Pescara et la professeure Fausta Guariello. Donc, l'Italie est le pays coordinateur et ensuite d'autres pays, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne et la Pologne sont couverts. Évidemment, donc, il y a une longue liste de personnes qui travaillent à ce projet et que je ne peux pas mentionner maintenant, mais je tiens à mentionner les membres de l'équipe française du projet, donc ma collègue Hélène Cavad de l'Institut du travail de Strasbourg, ainsi que les deux assistantes de recherche du projet, Madame Inde Bouziane et Madame Pénélope Hardy, les deux de l'Université de Strasbourg. Donc, pour venir à ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, le menu, comme on est sur le temps de midi, prévoit trois moments, trois éléments de discussion qui portent sur le dialogue social, donc les acteurs du dialogue social, le dialogue social en tant que tel, du point de vue donc de la négociation des conventions collectives, et pour finir, les tensions qui traversent le secteur. Chaque fois, je vais moi-même présenter pendant 10 à 15 minutes les résultats principaux et plus intéressants du projet et ensuite, je laisserai la parole à mes interlocutrices à travers des questions que je vais leur poser. Comme je l'ai dit en début de cette visioconférence, le public peut aussi poser des questions à travers les chats. Je m'occuperai de les répondre et poser à la personne indiquée par la question, donc soit moi-même, soit mes deux interlocutrices. Évidemment, comme moi, je vais répondre à la question, n'hésitez pas à poser vos questions en français, anglais ou italien. Je me chargerai de la traduction. Donc, avant de passer au secteur de l'aviation civile en tant que tel, il est nécessaire de reprendre très brièvement les systèmes nationaux de relations professionnelles. Ceci parce qu'il serait quelque part impossible de comprendre certaines spécificités qui caractérisent le secteur de l'aviation civile, et il y en a de très intéressantes, sans connaître la situation globale des relations professionnelles. Donc, ceci, pour être court, demande un effort titanesque de synthèse. Donc, je m'excuse immédiatement si je dois nécessairement laisser des détails et des finesses des relations professionnelles nationales en dehors de ma présentation. Si jamais il y a des questions ou des critiques, vous pouvez me les adresser, évidemment, sans souci. Donc, comment ça marche dans les différents pays intéressés par le projet? Donc, j'ai choisi essentiellement une modélisation et deux axes pour distinguer les différents pays et les systèmes de relations professionnelles. Donc, vous voyez dans les modèles,
Donc, à la fois, le modèle nordique et les modèles libéraux ont quelque chose en commun, bizarrement, et c'est essentiellement la réticence, l'abstention de l'action publique, de l'action de l'État dans la sphère des relations professionnelles, qui est donc plutôt laissée aux partenaires sociaux, au dialogue entre les employeurs et les travailleurs. Il y a quand même, par contre, une importante différence entre le modèle nordique et le modèle libéral. Le modèle nordique connaît une présence très importante des syndicats dans la société et donc aussi dans les secteurs de l'économie, et aussi une négociation qui s'est faite normalement au niveau de branches, ce qui n'implique pas une exclusion de la négociation au niveau de l'entreprise, mais implique une importance prépondérante du niveau de la branche. Par contre, les systèmes libéraux connaissent surtout une négociation au niveau de l'entreprise et connaissent aussi normalement un effet relativement limité des conventions collectives, que ce soit de facto ou déjà dans la valeur juridique, dans la valeur contraignante des conventions collectives. Par contre, tous les autres systèmes, je les ai classifiés tous ensemble dans un système institutionnalisé. Évidemment, mes collègues italiens sont en train un peu de me regarder de façon un peu bizarre, mais je dis que je devais un peu couper dans les détails. Donc, institutionnalisé, ce qui veut dire qu'il y a un cadre juridique pour le développement des relations professionnelles, que ce soit un cas direct ou indirect, et une importance du niveau de la branche, souvent soutenu par des mécanismes d'extension de la force contraignante des conventions collectives, comme on connaît très bien en France, mais aussi dans les autres pays. Donc, les deux axes que j'ai choisis pour identifier ces systèmes, c'est l'axe du taux de syndicalisation, donc la présence des syndicats parmi les travailleurs, donc le pourcentage, on utilise normalement le donné de pourcentage de travailleurs qui sont syndiqués. Et on va des modèles à faible syndicalisation, dont la France, qui est parmi les pays avec les moindres taux de syndicalisation d'Europe, donc autour du 11%, mais avec un taux qui en réalité est plus bas dans les secteurs privés, et c'est le cas plus ou moins identique en Pologne, vers les pays avec un taux élevé de syndicalisation, notamment le Danemark, avec un taux de syndicalisation qui dépasse les 60%. Enfin, dans la dernière colonne, ce qui est intéressant à comparer avec la deuxième, donc la syndicalisation, c'est les taux de couverture par les conventions collectives. Donc, combien de travailleurs sont concrètement couverts par au moins une convention collective qui régit leurs conditions de travail. Et donc, un taux faible voudra dire que peu de travailleurs sont couverts. Un taux élevé, c'est que tous les travailleurs ou presque tous les travailleurs sont couverts, comme c'est le cas, par exemple, effectivement en France. Donc, vous voyez cette distinction entre les taux de syndicalisation et les taux de couverture. Et ceci est possible grâce à ces mécanismes que j'ai mentionnés qui prévoient l'extension des conventions de branche avec des différents moyens selon les différents pays, mais avec un résultat qui est plus ou moins toujours le même, c'est-à-dire tous les travailleurs et les employeurs dans certains secteurs seront couverts par la convention collective. Donc, ceci pour vous donner vraiment en quelques mots un cadre très rapide des relations professionnelles dans les différents systèmes. Nous venons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les acteurs du dialogue social dans les pays couverts par le projet. Donc, à nouveau, j'ai opéré un choix de me concentrer sur certains éléments qui sont le plus intéressants. Donc, je ne vais pas vous donner une longue liste des acronymes, des sigles syndicales ou des associations des employeurs actifs dans chaque pays. Toutes ces informations, si votre curiosité est éveillée par ma présentation, vous les trouverez dans le rapport du projet qui seront publiés sur le site du projet. Le site du projet est repris dans la toute dernière slide de ma présentation, mais vous pouvez aussi chercher le projet Viral en ligne. Ajoutez quand même aviation, sinon vous allez tomber plutôt sur des questions médicales. Donc, les spécificités que j'ai voulu mettre en évidence dans les secteurs. La première spécificité, c'est le fait que dans ces secteurs, beaucoup plus que dans d'autres, et pour certains pays de façon presque unique, nous sommes confrontés à un phénomène de syndicalisation que j'appelais deux catégories, c'est-à-dire des syndicats qui organisent une seule profession, par exemple un syndicat de pilotes ou un syndicat du personnel de cabine, repris ici comme personnel navigant commercial dans le tableau.
Donc, ceci représente pour pas mal de ces pays une situation assez rare, assez spécifique. Donc, vous voyez dans le tableau, quand j'ai repris catégorie, ça veut dire que la représentation de la fonction, donc pilote ou personnel de cabine, est assurée par des syndicats qui couvrent exclusivement cette catégorie et qui ne sont pas affiliés à des confédérations comme on les connaît dans le reste de la société, les confédérations plus ou moins classiques, ou l'autre possibilité, donc confédération, c'est la situation où les travailleurs dans ces fonctions, dans ces professions sont affiliés, les syndicats qui les représentent est affilié à des confédérations syndicales. Donc, vous voyez que selon les pays, parfois les deux sont possibles, avec l'exemple danois où les pilotes dans une entreprise spécifique, ancienne compagnie nationale SAS, sont représentés par un syndicat de catégorie, mais les autres, non. Donc, il y a aussi des situations hybrides. Comme toujours, on fait des tableaux, on ne peut pas tout simplifier dans quelques catégories spécifiques, mais le tableau vous donne une idée de cette situation. Donc, vous voyez que dans la plupart des pays, les pilotes sont représentés au moins aussi par une organisation de catégorie, donc un syndicat de pilotes qui n'organise que les pilotes, parfois qui n'organise que le pilote d'une certaine compagnie aérienne. Par contre, si l'on se tourne vers le personnel de cabine, cette situation est un peu plus variée selon les pays. Selon les pays, il y a des situations où il y a effectivement des syndicats qui sont autonomes, donc pas affiliés à des confédérations, mais dans la plupart des pays, on retrouve effectivement des syndicats affiliés à des confédérations. Donc, on voit aussi cette différence entre les fonctions comme spécificité. L'autre aspect de spécificité, ça c'est une spécificité très intéressante de ce secteur, est que les secteurs est caractérisé dans la plupart des pays couverts par le projet, en réalité dans la grande majorité, par un taux de syndicalisation, donc je l'ai dit avant, le pourcentage de travailleurs qui est effectivement syndiqué, un taux de syndicalisation beaucoup plus élevé que dans le reste de l'économie. Ceci est dû à différentes raisons et nous allons l'explorer ensuite dans la discussion, mais ça reste une réalité avec des pointes où essentiellement le 100% de travailleurs dans une certaine fonction, dans une certaine compagnie, dans notre rapport, nous parlons par exemple des pilotes chez Iberia, donc la ancienne compagnie nationale espagnole, où presque 100% de pilotes est syndiqué, juste pour prendre un exemple. Donc, en ce sens, il y a un taux de syndicalisation très élevé et ceci à la fois dans les deux catégories que nous allons couvrir aujourd'hui. Ensuite, d'autres spécificités existent. Par exemple, l'Allemagne connaît dans son système de relations professionnelles un principe, mais aussi une tradition d'avoir un seul syndicat dans chaque entreprise. Ceci à nouveau, raison historique, mais c'est le fonctionnement du système. Mais ici, dans le secteur de l'aviation, vous avez la présence de plusieurs syndicats dans une même entreprise. Encore, la présence d'une représentation donc de catégories représente plus ou moins une situation presque unique dans le système danois. Donc, à nouveau, le secteur a des caractéristiques spécifiques très distinctes du système général. Ceci est un peu moins le cas pour le système irlandais où le taux de syndicalisation, en réalité, on n'a pas de données spécifiques. On sait que c'est très élevé chez Aer Lingus, donc l'ancienne compagnie nationale, mais l'importante présence, disons, d'une autre compagnie où le taux de syndicalisation est beaucoup plus faible, notamment Ryanair, dans le système irlandais, fait ainsi que le taux global de syndicalisation dans le secteur reste plus ou moins en ligne avec le reste du pays. Avec aussi la spécificité dans les pays couverts par le projet que les pilotes et le personnel de cabine sont couverts par des syndicats qui sont affiliés aux confédérations, entre guillemets, classiques. Ensuite, un troisième élément qu'il est important de rappeler comme spécificité du système, c'est le rôle de l'État. Non seulement le rôle de l'État qu'on connaît aussi dans d'autres secteurs,
comme l'État législateur, mais ici aussi comme l'État employeur. Dans le sens qu'un certain nombre de compagnies, et vous voyez ici repris dans le slide les différentes situations nationales, un certain nombre de compagnies soit sont contrôlées par l'État entièrement, comme dans le cas de LOT, la ancienne compagnie nationale polonaise, mais aussi des compagnies dans lesquelles l'État est actionnaire, comme dans le cas de SAS ou Air France. Bien entendu, ici, les données sont relatives à la période avant la crise de la COVID. Donc, des choses ont évolué entre-temps, mais en gros, la situation reste la même. Donc, vous avez des compagnies qui étaient des compagnies nationales et qui aujourd'hui sont soit entièrement privées, comme les 4 que vous voyez en bas dans le slide, soit dans une situation d'actionnariat public, soit dans une situation de contrôle entièrement contrôlé par l'État. Et ceci a un impact sur les conditions de travail, un impact qui désormais reste plutôt un impact historique de ce que nous voyons dans nos recherches pour le rapport. Désormais, les stratégies ont tendance à s'aligner à cause de pression du marché aussi, mais il reste par contre beaucoup plus visible dans le dialogue social, donc dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la fois dans le sens d'une culture de dialogue social, mais encore plus dans cette présence historique du syndicat parmi le personnel de ces compagnies. Donc, même dans les pays où ces compagnies sont désormais privatisées, nous voyons encore aujourd'hui une présence très importante du syndicat à l'intérieur de ces compagnies. Donc, je termine ma première partie de présentation avec 2 questions à explorer avec mes interlocutrices. La première porte sur la question du taux de syndicalisation qui, pour nous, était une surprise très intéressante du point de vue scientifique de la différence de ce secteur dans certains pays. La France en est l'exemple le plus marquant, une différence extrême entre les taux de syndicalisation dans le pays et les taux de syndicalisation dans ce secteur. Évidemment, donc la question est pourquoi? À votre avis, c'est le cas. Évidemment, il y a une raison historique, mais pourquoi ça continue? Vu que désormais, on s'est assez éloigné de la situation des compagnies nationales qu'on connaissait auparavant. Et de votre point de vue, est-ce que cette situation va effectivement continuer avec les mutations de ce secteur qui continuent? Ensuite, au niveau des spécificités, c'est la présence d'un syndicalisme entre guillemets autonome, de catégories. Aujourd'hui, nous avons représenté les 2 situations, donc de catégories qui sont ou pas affiliées à des confédérations nationales. Quel est, de votre point de vue, l'impact de cette spécificité, de cette situation, notamment dans aussi les relations intersyndicales à l'occasion de, que ce soit conflit ou dialogue social. Donc, pour donner la parole dans l'ordre, je vais choisir l'ordre alphabétique. Maintenant, je dois réfléchir. J'ai 2 noms de famille qui commencent par A. Donc, Madame Infou, vous êtes la première. Vous avez la parole. Et pour le public, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à utiliser les chats. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Marie-Claude Anfou. Je travaille pour le Syndicat national des pilotes de ligne, que on appelle aussi SNPL. Donc, je vais utiliser plutôt cet acronyme lors de mes interventions. Et pour le SNPL, je suis en charge de toutes les relations publiques, les affaires publiques au niveau national, européen et international. Peut-être aussi d'abord quelques mots sur le SNPL, juste pour bien comprendre. Donc, comme M. Rocca l'a dit, le SNPL est un syndicat de pilotes, donc catégoriel. C'est le syndicat de pilotes majoritaire en France. Il est présent dans plus de 50 compagnies. C'est aussi un point important pour la discussion qu'on va avoir après. C'est le seul syndicat de pilotes qui est représentatif au niveau national. Donc, le fait d'être un syndicat catégoriel, ça nous permet de représenter la voix des pilotes français, donc en France, au niveau européen et au niveau international. Pour revenir à la première question sur le taux de syndicalisation, qui est effectivement très élevé chez nous, puisqu'on est ça dépend un petit peu des compagnies, mais enfin, on est quasiment toujours au-dessus de 70%. Jusqu'à parfois 100%.
dans certaines compagnies. Donc voilà, vous voyez que ça donne quand même un poids important au syndicat. Alors, pourquoi ce taux de syndicalisation est élevé? Comme ça a déjà été un petit peu dévoilé, c'est effectivement quelque chose d'historique. Après, pour les pilotes, je dirais que ça a aussi un petit côté mathématique ou factuel. C'est vrai que la syndicalisation dans l'aérien a commencé après la guerre, assez rapidement, la Seconde Guerre mondiale. Mais très, très vite, les pilotes se sont retrouvés minoritaires dans les syndicats qui existaient à l'époque. Alors, pourquoi minoritaires, hein? C'est tout simplement mathématique, c'est factuel. La population pilote est la population la moins importante dans une compagnie aérienne. Du coup, les pilotes se sont retrouvés minoritaires. Ils ont considéré qu'ils n'étaient pas entendus. Ils étaient un petit peu avec aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aussi un métier quand même très, très spécifique, très technique, donc qui ne correspondait pas toujours aux mêmes besoins qu'au personnel au sol. Alors après, on a quand même beaucoup de spécificités communes avec les collègues personnels navigants commerciaux, mais très vite, voilà, le SNPL est né pour que la voix des pilotes soit vraiment entendue. Donc, le SNPL est né en 1954. Donc, on va bientôt fêter les 70 ans. Et très vite aussi, les pilotes ont obtenu ce qu'on appelle la représentation spécifique des personnels navigants techniques. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. C'est une spécificité qui est inscrite dans la loi, dans le Code des transports. Alors, ça permet aux pilotes de négocier vraiment pour les pilotes sur tous les sujets qui concernent les pilotes. C'est-à-dire que pour ceux qui sont intéressés, il faut aller se plonger un petit peu dans le Code des transports. Je crois qu'il y a beaucoup de juristes, donc je peux me permettre de citer un ou deux articles. Si vous voulez aller vous référer aux articles L 65-24-2 et suivants du Code des transports, vous aurez tous les éléments pour bien appréhender cette représentativité spécifique des pilotes. Ça permet aux pilotes, dès qu'il y a plus de 25 pilotes dans une compagnie, d'avoir un collège spécifique pour pouvoir négocier. Donc voilà, ça donne vraiment une force assez importante au SNPL, puisque dans ce collège, nous sommes majoritaires. Ça répond. Je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu plus sur les relations intersyndicales, mais peut-être je vais laisser la parole à Christelle Auster. Je vous remercie. Merci Marie-Claude, merci Marco. Donc, je vais essayer aussi de présenter le SNPNC, le Syndicat national du personnel navigant commercial. Donc, moi, je suis la présidente de ce syndicat, je suis hôtesse de l'air à Air France. Et le SNPNC est né également en 1954, en même temps que le SNPL. Donc, ce sont deux syndicats qui ont, sur la base de ce qu'a dit Marie-Claude, ressenti la nécessité de représenter une population qui répondait à des conditions de travail particulières. Et jusqu'en 2008, nous sommes restés un syndicat corporatiste ou en tout cas catégoriel. Et encore aujourd'hui, nos statuts prévoient que le SNPNC, le Syndicat national du personnel navigant commercial, et je ne dirai plus que SNPNC après ça, parce que c'est un petit peu long à répéter. Donc, dans nos statuts, encore aujourd'hui, nous ne pouvons représenter que le personnel navigant commercial. Nous sommes présents dans une vingtaine de compagnies qui opèrent à partir du sol français,
Et comme le SNPL, dans certaines compagnies, chez Vueling ou chez Ryanair, nous avons fait 100% des voix et nous sommes le seul syndicat représentatif dans ces compagnies-là. Donc, on est aussi le premier syndicat qui représente le PNC en France. Néanmoins, en 2008, Nicolas Sarkozy a fait intervenir dans la loi une nouvelle oui, ça a été une nouvelle problématique, en tout cas pour notre syndicat, qui était la question de la représentativité, puisqu'avant cela, il suffisait de monter une section syndicale et vous aviez le droit d'exister, et c'est comme cela que nous avions existé jusqu'alors. Mais pour pouvoir conserver la représentativité dans les entreprises, il fallait au moins avoir obtenu 10% lors des élections professionnelles. Et nous avons essayé, comme le SNPL à l'époque, d'avoir une spécificité, en tout cas que notre spécificité soit reconnue et qu'on puisse retirer notre représentativité simplement en mesurant dans notre collège, quand il existe, la représentativité des PNC. Et nous ne l'avons pas obtenue. Et c'est comme ça que nous nous sommes affiliés à une confédération et ça donne ainsi cette différence entre nos deux structures. Et effectivement, en France, le taux de syndicalisation est relativement faible, mais pour ce qui est des personnels navigants commerciaux comme des personnels navigants techniques, nous sommes donc très syndiqués. Quand les gens étaient embauchés à l'époque, en même temps qu'ils signaient leur contrat de travail, on leur disait qu'il fallait adhérer à un syndicat. Alors c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'à l'époque, on était sur des taux de syndicalisation qui étaient de l'ordre de 80 à 90%. C'est peut-être encore le cas chez les pilotes aujourd'hui. Ça, je n'arrive pas à le mesurer. C'est moins vrai chez le PNC. Mais oui, nous sommes très largement supérieurs, au-delà de 50%, quand la moyenne nationale dans les entreprises privées est plutôt autour de 3 à 4%. Voilà, merci. Je reprends parce que je pense que Madame Info voulait aussi continuer sur la deuxième question, mais je reprends pour vous relancer aussi. La question de la représentativité, que vous avez mentionné le taux de syndicalisation très, très présent, donc je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques et légaux de la représentativité, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout comment vous voyez ça en perspective, donc comment vous ressentez la dynamique de ce qui se passe, parce que, évidemment, les deux catégories ont disons, des structures démographiques différentes et aussi un taux de friction, de renouvellement différent. Donc, dans vos deux catégories, comment vous voyez le futur? Donc, est-ce que votre sensation, est-ce que vous avez mentionné les deux, et un aspect historique de ce taux de syndicalisation, de cette présence, est-ce qu'à votre avis, ça continue ou moins? On peut être optimiste pour le futur dans ce sens, ou vous voyez des risques, des tensions sur ces points? Alors, du côté des pilotes, alors je ne sais pas si on peut vraiment se projeter énormément, mais on peut quand même être en tout cas optimiste. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que a priori, si on est très syndiqué, c'est aussi parce que du coup, on a des besoins de protection spécifiques. Donc, je n'utiliserai peut-être pas ce terme d'optimiste, mais ce qu'on a vu pendant la crise Covid, c'est que, en tout cas chez nous, on a eu très très peu de démissions. Bien que les gens qui aient perdu leur travail, etc., ils ont continué à vouloir rester syndiqués, et on a même vu une forme de progression. On a continué à avoir de nouvelles adhésions pendant toute cette période de crise. Et là, bon, les derniers mois où la reprise est présente, on a ce taux, on va dire le nombre d'adhésions qui continue d'être à peu près similaire. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin dans nos professions, mais j'inclus aussi, on va dire, tous les membres d'équipage. Donc, je pense que c'est la même chose pour les PNC. Il y a vraiment un besoin, mais ça, on le verra peut-être un petit peu plus tard, de continuer à devoir se battre pour continuer à être protégé au maximum. Je ne sais pas si Christelle, vous êtes d'accord?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On a eu la même chose, des personnes qui se sont syndiquées pendant le conflit. Vous avez des personnes dont les compagnies ont fermé et qui sont aussi restées adhérentes au SNBNC. Et puis, vous avez aussi toutes ces compagnies qui n'ont pas mis en classe d'accords collectifs. Je veux parler de Ryanair, de Volotea. Et dans ces compagnies-là, les PNC font vraiment confiance aux syndicats pour les aider à parvenir à conclure des accords. Faute d'accord, très souvent, ils sont au FTL, au Flat Time Limitations, comme socle de base, et c'est très insuffisant comparé à ce qu'on peut observer dans les compagnies qui sont parvenues à signer des accords collectifs. Donc, enfin oui, c'est exactement ça, c'est paradoxal, c'est-à-dire que d'un point de vue professionnel, il y a une peur pour les conditions de travail, les conditions de rémunération, mais paradoxalement, pour le syndicat, ça garantit en quelque sorte que les salariés nous voient comme le seul rempart et continuent quand même à se syndiquer. Voilà, merci à tous les deux pour les réponses. Je pense que vous avez évoqué déjà la question de la négociation collective et des conventions collectives. Donc, je vous propose de passer au prochain élément. En tout cas, s'il y a des questions qui reviennent sur les acteurs, on pourra y revenir sans difficulté. Donc, je vais reprendre ma présentation, voilà, pour parler donc notamment de la négociation collective. Donc, j'ai repris ici dialogue social. Évidemment, le dialogue social est plus large et plus vaste de la simple négociation et conclusion de conventions collectives, mais c'est sur cet aspect-là que je vais me concentrer à nouveau pour parler et mettre en évidence des spécificités du secteur que nous avons remarquées tout au long du projet Viral. Et la première de ces spécificités, c'est quelque chose qu'on vient quelque part déjà d'évoquer, c'est-à-dire que dans la grande majorité des pays que nous avons couverts à travers le projet, il y a une vraie fragmentation de la négociation collective. Une fragmentation qui existe à cause d'une une présence très limitée des conventions collectives, pour le dire à la française, de branche ou sectorielles, et donc une situation où les conditions de travail sont laissées à la négociation collective d'entreprise. Ceci crée aussi des situations intéressantes du point de vue à nouveau scientifique, du point de vue de l'étude du dialogue social, de associations d'employeurs au niveau de la branche qui essentiellement ne négocient pas, qui ne sont pas là pour négocier des conventions collectives, ce qui donc pose aussi un peu la question de leur nature, de leur rôle, vraiment. Il y a des pays comme l'Italie où des ébauches de reconstitution du secteur existent avec des accords dits de filière, mais qui jusqu'ici n'ont pas vraiment réussi à couvrir aussi les compagnies aériennes avec l'exclusion de l'ancienne compagnie nationale, donc anciennement Alitalia, maintenant ITA. Mais en général, le niveau principal de négociation des conventions collectives dans les secteurs que nous avons remarqué dans le projet, c'est le niveau de l'entreprise. Et ça, dans pas mal des pays couverts par le projet, représente lui aussi une déviation gigantesque du modèle national. Il y a des pays qui connaissent une importance prépondérante de la branche, c'est le cas du Danemark, c'est encore le cas de la France, même avec toutes les procédures de décentralisation qui existent. Mais par contre, dans ce secteur, et surtout pour les professions qui sont représentées aujourd'hui dans notre conférence, on remarque l'absence d'une convention collective des branches, avec tout ce que ça implique pour la fixation des conditions de travail, qui donc sont laissées essentiellement au-delà des minima qui peuvent être prévus par la législation, qui donc sont laissés au rapport de force à l'intérieur de chaque compagnie. Et comme on l'a dit avant, parlant des acteurs,
les compagnies sont très différentes au niveau de culture, entre guillemets, de dialogue social. Je vais revenir dans un instant sur un exemple. Malgré le fait que le niveau principal des négociations est donc le niveau de l'entreprise, le taux de couverture, donc le nombre, le pourcentage des travailleurs du secteur, ici on parle à nouveau de pilotes et de personnel de cabine, le PNC, est couvert par une convention collective. Donc, il y a cette double situation de fragmentation, mais effectivement de conclusion de conventions collectives d'entreprise qui permet d'avoir un taux de couverture plutôt élevé. Et parfois, ici, une divergence vers les hauts du taux de couverture dans le cas polonais où le taux de couverture est très faible dans le pays au sens large, mais qui est plutôt élevé dans le secteur de l'aviation civile. Donc, en ce sens, c'est une négociation collective différente de différents systèmes pays, avec l'exception des pays qui connaissent déjà une prépondérance des accords d'entreprise dans le pays au sens large. Donc, une fragmentation, mais en même temps, un fonctionnement du dialogue social, au moins du point de vue de la conclusion en tant que telle des conventions collectives. Donc, sans trop rentrer dans le contenu de ces conventions collectives, mais des conventions collectives sont négociées au niveau de l'entreprise dans la plupart des cas, et j'y arrive dans un instant, et des conventions collectives qui donc couvrent ces travailleurs. L'autre aspect de cette situation, c'est les entreprises dans les secteurs, on l'appelle low cost. En faisant ce projet de recherche, j'ai appris aussi à les appeler plutôt ultra low cost. Donc, des entreprises qui ne négocient rien, ne négocient jamais, sauf si elles sont vraiment forcées à le faire. Le cas le plus connu, c'est sans doute Ryanair, avec des situations à nouveau scientifiquement assez intéressantes, où même des systèmes qui ont une tradition très solide de dialogue social, de présence de syndicats dans la vie économique, comme les systèmes nordiques représentés dans notre projet par le système danois, n'ont pas abouti à inclure Ryanair dans leur système de dialogue social, avec des tensions extrêmes, dans le sens que, pour parler de l'expérience danoise qui montre bien cette opposition au dialogue social, quand Ryanair s'est installé au Danemark, à un certain moment, le syndicat danois a demandé d'entamer des négociations collectives pour conclure une convention collective d'entreprise. Ryanair a refusé et une action en justice a suivi qui a obligé Ryanair à négocier avec les syndicats, et à ce moment, Ryanair a quitté le pays. Cependant, et là on revient à une spécificité du secteur sur laquelle je pense qu'il faut quelque part insister pour comprendre la situation des rapports de force, Ryanair a continué à desservir le Danemark en faisant arriver les avions en début de journée d'autres pays européens et ensuite en opérant de vol au départ du Danemark. Donc Ryanair était opérationnel au Danemark. C'était en effet la troisième compagnie dans l'aéroport de Copenhague après SAS et Norwegian. Mais n'était pas et avait réussi à échapper au système danois de relations professionnelles. Il y a aussi quelques relatives avancées dans cette situation, donc des situations, des pays dans lesquels Ryanair a conclu des conventions collectives, généralement suite à des tensions, des menaces ou des grèves qui ont effectivement eu lieu. C'est les cas de l'Allemagne, c'est les cas de l'Irlande, qui est donc le pays avec une relation spéciale avec Ryanair, qui est originaire d'Irlande. Donc, nous avons vu que des situations d'action collective arrivaient à entamer des négociations collectives. Et dans le cas irlandais, je pense que ce qui émergeait comme assez intéressant, c'était la demande d'avoir une instance de négociation dans la compagnie au niveau supranational, donc une instance de négociation européenne pour les employés de Ryanair,
qui avait été absolument bloqué par la compagnie, quitte à arriver à un accord pour négocier au niveau national. Donc, quelque part, la volonté d'éviter qu'il y ait une possibilité de coordination des négociations collectives au niveau supranational, ce qui permet évidemment à une compagnie multinationale de pouvoir encore jouer sur les différences entre les différents pays desservis par la compagnie. Donc, nous avons cette situation où, en même temps, la spécificité de la négociation collective privée d'une négociation de branche continue quand même à amener à des conventions collectives qui couvrent la plupart quand même des travailleurs dans le secteur, mais avec des exceptions et des exceptions importantes, comme c'est le cas de Ryanair, qui dans la plupart des pays opère sans avoir une convention collective qui couvre ces travailleurs. Donc, en ce sens, j'avais promis que j'allais être plus rapide sur les deux parties suivantes de ma présentation. Je viens directement à notre discussion. Ce qui est intéressant, c'est cette absence de niveau de branche, évidemment. Donc, il y a deux aspects particulièrement intéressants, c'est-à-dire, vu la situation où la négociation collective existe au niveau de l'entreprise et semble fonctionner, quelle serait la valeur ajoutée d'avoir effectivement une convention de branche, et vu aussi les différences de conditions de travail qui émergent. Si on regarde ces conventions collectives d'entreprise, quels seraient potentiellement aussi les risques d'une convention de branche? Est-ce qu'on peut avoir une négociation quelque part vers le haut au niveau de la branche, à votre avis? Et la question de la branche amène aussi une réflexion sur le rôle des associations d'employeurs et quel est leur rôle au moment où on n'a pas une convention de branche et où ils ne négocient pas, où il n'y a pas une volonté, un intérêt de la négocier. Quelle est votre expérience dans la relation avec vos interlocuteurs du côté patronal sur cet aspect? Évidemment, je n'ai pas posé une question directement sur Ryanair, mais si vous voulez aussi toucher cet argument, je ne veux pas poser de limites à la discussion. Donc, merci. Je pense qu'on peut inverser éventuellement l'ordre d'intervention. Comme ça, on peut commencer par Madame Auster pour cette discussion. Je vous remercie. Je vais d'abord essayer de parler de Ryanair, les deux sujets sont liés dans la mesure où quand on voit la façon qu'a eu Ryanair d'exploiter, on peut parler d'exploitation, hein, les PNC à partir du moment où ils se sont réinstallés en France, on s'est forcément dit que si nous avions eu une convention collective de branche, on aurait pu éviter que ces conditions de travail ne leur soient imposées. Mais une fois qu'on a dit ça, on a quelques quand même réticences à l'idée. Enfin, on est vraiment partagé entre l'envie d'avoir une convention collective et l'envie également, et la possibilité et la peur finalement de voir que ces conditions qui seraient posées dans cette convention collective puissent venir dégrader les conditions de travail pour l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui protégées par des accords collectifs. Pourquoi nous avons cette inquiétude? Parce que on a vu au moment où les FTL sont entrés en vigueur aux alentours de 2012, il me semble, je pense que c'était par là, la première chose qu'ont fait beaucoup de compagnies, ça a été de dénoncer des accords collectifs qui étaient en vigueur pour mettre en place les FTL parce que sur plusieurs sujets, ça leur donnait davantage de souplesse. Et certains même ont fait pas mal de chantage aux salariés qui étaient présents dans l'entreprise en disant qu'il fallait absolument mettre ces conditions en place. Et donc notre crainte aujourd'hui, c'est de se dire que si on avait un socle comme ça de base, beaucoup de compagnies voudraient aller vers ce socle de base en refusant d'accorder les protections que nous avons réussi à obtenir partout. Et l'autre problématique que
que nous allons avoir, c'est aussi le fait que, en tout cas pour les PNC, nous n'avons pas été reconnus comme représentatifs pour notre catégorie, si bien que vous avez toutes les confédérations syndicales qui se retrouvent autour de la table, et ce n'est pas quelque chose qui me pose problème par nature, mais quand donc nous sommes rattachés à Force ouvrière, comme j'ai probablement oublié de le dire tout à l'heure, mais en tout cas je le dis, et les conditions de notre rattachement à Force ouvrière avaient été que pour tous les sujets qui concernent le personnel navigant commercial, eh bien, ce soit nous, SNPNC, qui allions en discuter. On ne peut pas dire que pour les autres confédérations, ce soit la même chose. Ce qui voudrait dire qu'autour de la table, vous pourriez avoir des personnes qui ne comprennent absolument rien à notre métier, et pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que quand vous ne savez pas ce que c'est que faire une nuit blanche, que vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir tant de décalage, vous ne pouvez pas imaginer que vous avez travaillé 15 heures d'affilée, que vous avez fait plusieurs étapes et que dès lors, vous avez besoin de vous reposer. Et donc, les acteurs autour de la table, en tout cas pour une convention collective pour le personnel navigant commercial, seraient des acteurs, en définitive, qui n'ont pas une bonne perception de ce qu'est notre métier et qui ne seraient pas probablement en capacité aujourd'hui d'avoir des exigences extrêmement protectrices comme nous avons pu aller les rechercher partout. Et sans parler même de choses très protectrices, aujourd'hui, le travail de nuit du personnel navigant commercial n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu ni pour la rémunération, ni pour le temps de travail tout simplement. Et donc, si on n'a pas dans beaucoup de compagnies, nous sommes allés chercher des accords simplement pour faire payer et reconnaître le travail de nuit. Et ça, si vous n'avez pas cette exigence quand vous négociez une convention collective, vous pouvez passer à côté de choses qui sont extrêmement importantes, non qu'elles soient protectrices, mais que ce soit absolument nécessaire d'avoir ce type de protection. Donc, pour en revenir à cette convention collective, aujourd'hui, elle protégerait 3 à 5 compagnies qui n'ont pas d'accord collectif, mais elle viendrait mettre en danger une bonne quinzaine de compagnies qui ont des accords collectifs, dans la mesure où nous avons vu ce qu'ont fait les compagnies quand elles ont vu arriver les FTL, c'est qu'elles ont dénoncé tout simplement, purement et simplement les accords, et qu'on a déjà eu un premier step dans la dégradation des conditions de travail eu égard à la création des FTL. Donc, aujourd'hui, notre attitude, elle est très forte sur ce sujet. Je donne la parole, du coup, à Marie-Claude. Oui, merci Christelle. Alors, c'est vrai que la position des pilotes, elle est un petit peu différente avec cette notion de représentativité spécifique, mais ça ne veut pas dire qu'on a une convention de branche pilote. Cette convention de branche pilote, elle n'existe pas non plus. Donc, je voulais peut-être mélanger un petit peu vos deux questions, Marco, en parlant donc de cette absence de convention collective, on va dire pilote, et le rôle un peu des employeurs. On a quand même une convention collective pour les pilotes d'hélicoptères. Bon, c'est un petit secteur, mais côté, on va dire, pilote de ligne, pilote d'avion, c'est une demande très ancienne du SNPL de pouvoir avoir une convention de branche pilote. Et là, le rôle des employeurs, eh bien, c'était de refuser de mettre en place cette branche. Nous, on trouve ça assez dommage, puisque ça permettrait quand même de négocier des accords. Si on arrivait à négocier un accord de branche avec des conditions de travail minimum concernant les pilotes, avec le système de l'extension, on se dit que ces conditions de travail, elles seraient au moins applicables à toutes les low cost et toutes les ultra low cost, comme Ryanair, Volotea, Vueling,
et aussi dans certaines compagnies d'affaires où on peut retrouver des comportements un petit peu voyous, hein, dans certaines. C'est vrai que c'est un mot assez fort, mais ça existe aussi, hein, qu'on voit certaines façons de gérer les salariés dans certaines compagnies, mais il n'y a que ce mot qui me vient. Donc voilà, pour nous, ça pourrait vraiment être un outil pour améliorer les conditions de travail. Alors, pas forcément dans toutes les compagnies, comme le disait Christelle. Dans certaines compagnies où le dialogue social est bien implanté, les conditions de travail sont quand même, on va dire, assez protectrice, même si on peut toujours avoir mieux. On va dire que le socle, il est quand même acceptable comparé à d'autres entreprises. Et pour nous, ce serait vraiment un outil pour lutter contre le dumping social. Donc, voilà, ça, c'est vraiment sur la branche, on va dire sur la branche pilote. Après, il y a, comme Christelle l'a abordé, il y a aussi cette idée de créer une grande convention de tout l'aérien. Donc, il y aurait le personnel sol, donc tous les membres d'équipage, donc PNC, pilote. Là, on a donc une petite divergence peut-être dans les craintes. Nous, on serait plutôt favorable, mais il y a quand même un mais, et ce mais, il est énorme. Il faudrait que soit respectée la représentativité spécifique des pilotes. Parce que sinon, c'est juste, on se retrouverait dans la même situation décrite par Christelle. Le nombre des pilotes étant quand même restreint, eh ben, on serait noyé et on n'aurait même plus le droit de venir s'asseoir à la table de la négociation. Et comme les PNC, les pilotes ont aussi des spécificités métiers qui sont compliquées à comprendre par d'autres personnes qui ne connaissent pas le métier. Donc voilà, on est aussi, on regarde, on réfléchit. On peut dire quand même qu'on a commencé. C'est un sujet qui revient tous les 2-3 ans. Donc on réfléchit à cette possibilité d'avoir une grande convention collective. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à trouver une structure juridique qui permettrait tant de respecter la spécificité des PNC que celle des PNT, donc personnels navigants techniques, pilotes, parce qu'on est finalement assez similaire dans le paysage des salariés des compagnies. Après, sur le rôle des organisations d'employeurs, c'est du coup, en ce moment, c'est clairement pas, on va dire, sont pas nos partenaires de négociation. Mais nous avons des échanges quand même assez réguliers, et je voyais aussi dans la présentation de Marco le terme lobby. Il nous arrive quand même d'avoir des sujets en commun, notamment quand c'est vraiment sont des sujets transverses ou au niveau international. Et voilà, nous pouvons travailler donc sur ces sujets-là, mais du coup, moins sur le dialogue social. Merci. Entre-temps, juste pour revenir sur un élément, j'ai reçu une question directement privée, donc parce que comme ça, je peux la traduire. La question qui se posait, c'était, vous avez mentionné le dumping social, et on va y revenir dans les tensions, mais comme la question porte sur le dialogue social, c'est intéressant ici. Est-ce que vous trouvez que du côté des employeurs, il n'y aurait pas un intérêt aussi de leur côté de créer ce socle, parce que quelque part, c'est aussi un intérêt des employeurs de lutter contre ces pratiques, ou vous trouvez, et voilà, la question était posée un peu plus informellement que ça, ou vous trouvez que essentiellement le dialogue social les arrange aussi de quelque façon, parce que ça discipline les syndicats aussi au niveau national? Moi, je dirais qu'il y a 2 types d'employeurs. Parce qu'il y a 2 types de compagnies. Donc, clairement, il y a une partie
des compagnies, donc dit dans notre jargon, c'est les legacy, les grandes compagnies, on va dire historiques, Air France, Lufthansa, KLM, Iberia, etc., qui vont peut-être avoir intérêt à lutter contre le dumping social, mais il y aura de l'autre côté les low cost et les ultra low cost qui, elles, vont plutôt se servir de cette absence de dialogue social pour pouvoir profiter du dumping. Oui. Enfin, je suis d'accord avec Marie-Claude et en plus, ne serait-ce que si on reste sur la situation française, même les compagnies dites normales, entre guillemets, enfin les legacy, comme peut-être Air Caraïbes, entre guillemets, qui avait un fonctionnement à peu près normal, ou Corsair, créent toutes des compagnies low cost à côté et dans lesquelles elles utilisent les FTL pour gérer les salariés. Et donc, eux n'ont aucune envie de créer ce socle. Et en plus, ils voient ça comme une possibilité aussi d'affaiblir Air France, qui est malgré tout la plus grosse compagnie, en se disant que finalement, tout cela, ça peut aussi affaiblir Air France en ayant des coûts bien inférieurs à ceux d'Air France et attaquer le marché d'Air France grâce à ça. Donc il n'y a pas aujourd'hui de capacité pour les compagnies legacy d'avoir un meilleur retour sur les efforts, en tout cas sur le dialogue social qu'ils mettent en place. Ils sont à peu près les seuls à vouloir le faire perdurer. Ok, j'ai reçu une autre question par rapport aux relations. Là, ça revient un peu sur les acteurs, mais je vais quand même la poser parce que c'est comme ça m'a été envoyé. Quelles sont, de votre point de vue, la relation? Donc ici, on a des représentants du personnel qui est dans l'air et les relations avec les syndicats du personnel au sol, dans votre expérience, parce qu'évidemment, la question évoquée par la négociation de la convention de branche au sens large pose cette question, quelque part, de la relation avec le personnel au sol qui peut être prépondérant au niveau quantitatif selon les situations. Quelle est votre expérience de cette relation intersyndicale? Alors aujourd'hui, il y a une convention collective nationale pour le personnel au sol. Les fois où nous réclamons une convention collective pour le personnel navigant commercial, on nous laisse entendre qu'on y ajoutera une annexe. On ajoutera une annexe à la convention collective du personnel au sol qui viendrait traiter du cas des PNC. Moi, dans la mesure où nos métiers sont extrêmement différents, le fait que le personnel au sol ait une convention et se défendre, entre guillemets, et une structure, enfin, je trouve ça très bien. Je trouve très bien que les pilotes en aient une également. Ce que nous réclamons, nous, c'est que, en tout cas, celle qui pourrait exister pour le personnel navigant commercial soit négociée par des navigants qui connaissent leur métier. Donc, je ne vois pas ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'était cette difficulté d'avoir du personnel au sol qui viendrait négocier pour le personnel navigant commercial. Très clairement, ça me paraît impossible. Je crois même que quand j'étais une jeune hôtesse, je n'aurais pas pu négocier comme je le fais aujourd'hui sans avoir bien compris les tenants et les aboutissants de notre métier. Je n'aurais pas bien pu négocier pour représenter mon métier. C'est aussi le fruit de l'expérience, même si je suis navigante. Et à plus forte raison, quand vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que de partir de Séoul à 9 heures du matin en ayant passé une nuit blanche pour partir faire très et qu'il y a un accident technique qui vous demande de vous poser en cours de route et de repartir vers Paris et d'enchaîner 20 heures de travail d'affilée, vous ne pouvez pas imaginer le repos qu'il faut mettre derrière après une rotation comme ça. Et c'est pas, encore une fois, il n'y a pas de condescendance ou de volonté de dire que le personnel au sol
enfin voilà, moi je suis pour qu'ils défendent leurs conditions. D'ailleurs, elles sont structurées à la fois par le Code du travail, à la fois par une convention collective. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en France de manière assez forte. 97% des salariés en France aujourd'hui sont couverts par une convention collective nationale et par le Code du travail. Nous avons une double particularité. Nous ne sommes, dans la plupart des cas, pas couverts par le Code du travail. Enfin, plein de domaines excluent le navigant du Code du travail. Et nous n'avons pas non plus de convention collective qui vient dire, de convention collective nationale. Enfin, nous avons le Code des transports qui vient parler de quelques sujets. Et puis c'est très vieux. À l'époque, les avions ne volaient pas plus de 10 heures. Donc, vous avez des dispositions dans le Code des transports qui dit qu'au-delà de 10 heures de vol, il faut faire des accords dérogatoires ou des choses comme ça. Et donc, je vous disais que les salariés, 97% des salariés, sont couverts par un code très fort. Vous en avez entendu parler forcément. Enfin, il y a beaucoup de dispositions dans le code du travail en France. Vous avez des conventions collectives nationales qui protègent encore davantage chaque catégorie de personnel. Or, nous n'avons ni l'un ni l'autre. On est complètement livré à la négociation d'accords collectifs. Et je ne vois pas en quoi le personnel au sol, enfin le fait que le personnel au sol soit couvert par une convention collective, ça ne fait pas de problème pour nous. D'ailleurs, ça existe, mais ce que je ne voudrais pas, et ça, si c'est les conditions dans lesquelles ça doit se passer, c'est que ce soit du personnel au sol, mais enfin c'est du personnel au sol comme n'importe quelle personne, des non-navigants qui discutent pour les navigants de leurs conditions de travail. Madame Alfou, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, 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 bah non, Christelle a très bien expliqué les spécificités des navigants. La situation est totalement similaire pour les pilotes. Comme on en parlait tout à l'heure, hein, cette idée aussi d'avoir cette grande convention collective de l'aérien, peut-être aussi un des problèmes, on va dire, philosophiques de l'envie du gouvernement ou de certains de l'imposer, ou de la créer, c'est de partir de cette convention existante du personnel sol, qui fait que on n'essaye pas de créer quelque chose de nouveau, on essaye d'imposer un petit peu quelque chose qui existe pour c'est vrai, un grand nombre de salariés, et de l'imposer à d'autres catégories de personnel qui n'ont pas du tout les mêmes métiers. Donc vraiment, on a exactement les mêmes problématiques que les PNC. Voilà, merci. Donc, je vais reprendre ma présentation. Ça nous amène très bien aux tensions. En plus, on a déjà mentionné le dumping social qui fera partie un peu de ces questions. Donc, pour ma dernière partie, j'arrive donc aux tensions. Et évidemment, qui dit tension dans le domaine dialogue social dit action collective, dit plus spécifiquement grève. Donc, j'ai repris ici dans le tableau les actions collectives majeures et je souligne majeures parce qu'évidemment, il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres même, mais les moments majeurs de grève dans les différents pays couverts par le projet. Vous voyez que j'ai repris aussi trois catégories ici, donc des actions de moments de grève qui intéressaient des low cost, de moments de grève qui intéressaient des compagnies nationales, compagnies legacy, comme on vient de l'entendre, et aussi d'autres situations. Évidemment, ici, la période arrive jusqu'avant Covid. Donc, si vous êtes en train de vous dire, mais non, mais il y a eu de grève cet été, on le sait. Ça, c'est juste notre répartition dans le temps. Donc, vous voyez qu'il y a souvent de moments de tension liés au low cost dans la période 2018-2019. Ceci parce que dans certains pays, c'était des moments où il y a eu une tentative de ramener Ryanair à la table de négociation. C'était bien le cas en Allemagne, c'était bien le cas en Espagne, c'était bien le cas en Irlande. Tentative en Irlande et en Allemagne qu'on a vu positif, disons positif dans son résultat. Aussi dans le cas espagnol, il s'agissait de la question de l'application du droit espagnol au contrat conclu par Ryanair, parce que Ryanair, dans la plupart des cas, opérait avec du personnel qui était
supposé être régi par les conditions et la loi irlandaise. Et donc, il y a un peu un moment commun d'action collective dans ce sens. Et les demandes étaient similaires au-delà d'entamer une négociation collective, même lorsque ça n'était pas le cas ou n'était pas possible, c'était l'application du droit national aux relations de travail avec Ryanair. De l'autre côté, nous voyons aussi des moments de tension avec des compagnies nationales. Dans le cas danois, était spécifiquement relatif aux conditions de rémunération et à la volonté de partager un moment d'un bon résultat économique de SAS. Dans d'autres cas, c'était directement lié à des restructurations. Parfois, c'était des restructurations dans le sens vraiment du licenciement collectif et des plans de restructuration, comme c'était le cas en Italie. Mais dans d'autres cas, c'était la création de low cost dans le groupe des compagnies nationales. Donc, nous venons de l'entendre aussi, comme les compagnies nationales peuvent quelque part intégrer des pratiques low cost en créant leur propre filiale low cost. C'est le cas dans pas mal de situations. C'était le cas en France avec la création de Transavia. Et donc, il y a eu dans différents pays des actions collectives liées à ces situations. De la situation en Pologne était aussi liée à des conditions de rémunération et aussi liée à une pression qui existe et qui existe toujours de la part de l'hôte d'intégrer directement, non pas à travers la création d'une filiale, mais intégrer directement certaines pratiques de gestion des conditions de travail des compagnies low cost, pour utiliser cette terminologie, ou plutôt ultra low cost, et notamment l'usage donc des pilotes et de personnel de cabine mais employés en tant que travailleurs indépendants. Et je vais revenir sur ce point. Vous voyez aussi une petite parenthèse dans le cas irlandais. C'est pour ça que j'y reviens, si vous posez la question pourquoi. Parce qu'en 2019, il ne s'agit pas d'une grève, mais il s'agit d'une menace de grève qui n'a pas eu lieu. Mais la raison pour laquelle je le mentionne, c'est une fois en plus pour montrer la difficulté de cette relation, c'est que Ryanair a agi ensuite en justice contre le syndicat des pilotes pour cette menace de grève qui était ensuite qui était rentrée, mais donc avec une demande de dédommagement par le syndicat à cause des dégâts causés par l'annonce de la grève, une demande à l'auteur de 12 millions d'euros, je crois, qui est encore devant les cours irlandaises. D'autres négociations, parce qu'on a vu que Ryanair a finalement fini par négocier en Irlande. Donc, il y a cette situation très compliquée où, en même temps, le syndicat négocie encore avec Ryanair. C'était le cas pendant la crise. Mais en même temps est engagé dans une bataille légale contre Ryanair pour une demande qui pourrait essentiellement amener à la faillite du syndicat. Pour aller au-delà des actions collectives et de la grève, des tensions émergent par des pratiques commerciales ou pratiques de gestion de la main-d'œuvre des compagnies qui créent cette pression sur les conditions de travail et des situations qu'on pourrait appeler de dumping social. La première forme que nous avons appris à connaître dans le cadre de ce projet, c'est ce qu'on appelle le wet lease. En soi, c'est une forme de sous-traitance où une compagnie aérienne va prendre en location un avion, y inclut avec l'équipage, potentiellement aussi d'autres services, dans entretien, assurance, etc. Et je le dis tout en soulignant qu'il y a quand même il s'agit d'une zone grise juridique, et je vais revenir sur des rapports qui l'ont mis bien en lumière. Donc, en appliquant les conditions de travail qui sont en vigueur chez les sous-traitants qui pourraient être basés dans un autre pays. Donc, quelque part, on peut importer des conditions de travail dans notre pays tout en restant, parce que cet avion va être normalement repeint avec les couleurs de la compagnie avec laquelle vous avez acheté votre ticket d'avion.
les personnels vont porter la livrée de cette compagnie, etc. Mais en réalité, la compagnie qui va opérer les vols, c'est une autre à travers ce mécanisme de sous-traitance. Comme je l'ai dit, nous avons appris à connaître ce phénomène parce que nous avons découvert que dans des compagnies qu'on appellerait tout à fait des compagnies legacy, des compagnies nationales, c'est un phénomène très répandu. Donc aujourd'hui, un quart de vols de Scandinavian, donc SAS, sont opérés en wet lease. Ou encore, vous avez parlé, on a déjà évoqué les groupes Lufthansa. Ici, c'est encore plus intéressant dans le sens que Lufthansa utilise le wet lease intra-groupe, c'est-à-dire qu'un vol de Lufthansa compagnie classique pourra être sous-traité à une des entreprises, des compagnies low cost dans le groupe Lufthansa et qui donc va permettre d'importer les conditions de travail qui sont normalement inférieures de ces compagnies dans la compagnie, entre guillemets, principale. Il y a aussi, donc pour quantifier le phénomène, c'est un phénomène qui existe, comme on l'a vu dans certaines compagnies, est plus important, mais même au niveau global, il y a eu une étude pour le DG Move de la Commission européenne de 2019, on l'appelle l'étude Ricardo, par la consultance qui l'a fait, qui avait estimé que plus ou moins le 3,5% des pilotes sont en train de travailler sur un moment sur l'année, en train de travailler dans une situation de wet lease. Donc, en réalité, voilà, le phénomène est limité, mais pas non plus minuscule. Et comme je disais, il s'agit d'une zone grise parce que ce même étude et une autre étude qui est sortie plus récemment sur l'application des règles de détachement dans les situations dans le secteur de l'aviation civile confirme que dans des situations où le wet lease est effectivement une situation temporaire ou une entreprise qui est basée dans un autre État membre effectue ce type de service, il s'agit d'une situation de détachement et les règles de la directive détachement, je ne veux pas rentrer dans l'extrême technicité juridique de cet instrument, mais essentiellement, les conditions de travail devraient être celles du pays où le vol est opéré. Donc, ça, c'est une première forme de pression sur les conditions de travail. Et comme vous le voyez, qui s'infiltre aussi tout à fait dans des compagnies dans lesquelles, globalement, les conditions de travail sont acceptables. Et ensuite, la situation de l'usage du travail indépendant par les compagnies aériennes. Et on parle bien ici de pilotes, de personnel de cabine, PNC, qui, donc, on aurait du mal à faire rentrer dans la case du travail indépendant. Ils portent des livrets, ils ont des horaires plutôt fixes. Donc, à nouveau, ça, on en parle du point de vue de la pratique, sans pour ça prendre position sur le fait que ça soit effectivement respectueuse de la loi. Donc, on a rencontré la situation de Ryanair qui, en Irlande, emploie directement seulement plus ou moins un quart à un tiers de ses pilotes, avec tous les autres fournis soit par des entreprises de travail intérimaire, des agences de travail intérimaire ou à travers la création d'entreprises unipersonnelles, donc où le pilote est le seul personne dans cette entreprise et qui donc va travailler en tant que travailleur indépendant pour Ryanair. On a vu la situation en Pologne où cet usage est très répandu et fait objet des critiques aussi en Pologne par l'Ombudsman qui a remarqué l'usage de contrats de travail indépendant dans ces situations comme problématiques. C'était particulièrement frappant parce qu'il y a eu un moment de restructuration où des pilotes ont été licenciés et ensuite pour réintégrer la compagnie, ils avaient été essentiellement confrontés à une obligation de signer des contrats en créant sa propre compagnie pour travailler comme travailleur indépendant. Mais aussi, le phénomène était en train de prendre aussi de la place en Allemagne, toujours à l'usage de Ryanair, où il y a eu à un certain moment une attention spécifique à ce phénomène qui a mené à plus ou moins 150 procédures malheureusement, là aussi contre les pilotes, parce qu'évidemment, ça crée des différences aussi de façon de déclarer des revenus, etc. Mais qui a été une façon pour le syndicat pour rentrer dans une compagnie qui, comme on l'a vu, était plutôt réticente à la présence syndicale, à travers donc le soutien
juridique aux pilotes intéressés par ces procédures, un soutien qui faisait aussi preuve de solidarité de la part du syndicat parce que, évidemment, le syndicat était majoritairement représentait des travailleurs dans le groupe Lufthansa, le syndicat en question, et il a permis à ces pilotes de s'affilier et immédiatement bénéficier de l'aide juridique, ce qui n'était pas normalement le cas. Donc, en ce sens, il s'agit de les deux situations, donc le wet lease et le travail indépendant, des situations d'échapper à l'application de règles qui remet aussi quelque part, qui ajoute des difficultés à la vision qu'on on a vu avant de la convention des branches comme quelque chose qui permet de lutter contre le dumping social. La réponse, évidemment, c'est oui, mais jusqu'à un certain point, parce que ces autres pratiques qui, à nouveau, rentrent dans une zone crise juridique, permet d'y échapper quelque part. Parce qu'évidemment, un travailleur indépendant ne va pas être couvert par la convention de branche et aussi jusqu'à ce qu'on considère que le wet lease prévoit l'application des conditions dans le pays de départ, il pourra échapper à l'application des conventions des branches. Donc, mes questions pour lancer notre dernier moment de discussion portent sur la présence de ce phénomène, à quel point ils sont perçus en France de votre point de vue et qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on pourrait espérer éventuellement aussi du niveau européen pour aborder ces situations. L'autre question porte sur l'outil plus classique de tension, c'est-à-dire la grève. Et la question porte sur son efficacité par rapport à des compagnies low cost qui, comme nous avons vu, ont tendance à faire tout le possible pour échapper à des systèmes de négociation collective. Quelle est votre expérience dans ce sens? Est-ce que la menace d'une action collective permet d'avoir au moins d'entamer quelque forme de dialogue ou elle aussi reste quelque part limitée dans ce qu'on peut obtenir de ces entreprises qui ne veulent rien savoir du dialogue social? On peut reprendre l'ordre alphabétique avec Madame Info, si vous voulez. Oui, merci Marco. Alors, je ne vais pas du tout revenir sur tout le côté libéralisation de l'aérien qui s'est développé au détriment des conditions de travail. Là, vous avez vraiment bien exposé toutes nos problématiques et le fait que le ciel est désormais européen, mais que les règles ne sont pas harmonisées en matière sociale et encore moins en matière de droit du travail applicable. Toutes ces zones grises au niveau européen ont quand même multiplié les possibilités d'abus ou de fraude, et notamment la difficulté des contrôles aussi des personnels navigants qui sont par définition des travailleurs très mobiles, a permis, on va dire, essentiellement aux low cost et aux ultra low cost de baisser leurs coûts en évitant d'appliquer les règles sociales les plus protectrices. Je ne vais pas vraiment revenir sur le self-employment, les indépendants ou le wet lease. C'est vraiment des sujets qui nous préoccupent énormément, qui nous occupent aussi beaucoup au niveau européen. Parce que c'est peut-être là qu'on voit un petit peu un espoir pour que les choses changent. Nous estimons que si nous arrivons à harmoniser un petit peu plus les règles au niveau européen, ça pourrait changer un petit peu la donne. Pour l'instant, c'est vrai qu'on se bat beaucoup judiciairement jusqu'au niveau européen, mais à chaque fois, c'est un temps long, le temps long de la justice. On va dire, les affaires Ryanair qui sont montées jusqu'à la Cour de justice de Luxembourg, elles ont mis plus de 10 ans, elles sont encore à peine en train de se terminer une fois qu'elles sont redescendues de Luxembourg. Donc, vous imaginez qu'en 12-13 ans, les compagnies, elles ont trouvé d'autres moyens de contourner ou d'utiliser les zones grises du droit pour faire pour avoir des pratiques encore plus complexes
toujours d'utiliser nous on les appelle les faux indépendants, en tout cas, d'utiliser des faux indépendants au travers de compagnies étrangères, hors Union européenne, ou encore pire, au travers de brokers, de sortes d'agences, ce ne sont même pas des agences de travail temporaire, ce sont des agences de travail qui sont basées à Dubaï ou à Chypre, ou qui sont l'intermédiaire entre les faux indépendants et les compagnies. Voilà, on a on voit la créativité juridique dès qu'on peut ne pas respecter les droits sociaux. Alors, je parlais quand même un petit peu d'espoir. Nous, côté SNPL et côté, on va dire, pilote européen, parce que là, c'est un projet qu'on a réussi à faire porter par l'ensemble de la communauté pilote européenne. C'est l'idée de transposer la notion française de base d'exploitation au niveau européen. Alors, qu'est-ce que c'est la base d'exploitation? Je vais essayer de faire très, très simple. Je peux pour nos amis juristes, les renvoyer à l'article R 330-2-1 du Code de l'aviation civile français. Donc, très schématiquement, c'est un article qui dit qu'à partir du moment où une compagnie a sur le sol français une base, c'est-à-dire qu'elle a des travailleurs, des avions, qui commencent et qui finissent leur travail sur le sol français, c'est le droit du travail français qui s'applique. Donc, l'idée, c'est de transposer cette notion au niveau européen. Et évidemment, avec le même lien vers le droit de l'État membre, du territoire de l'État membre concerné applicable. On s'aperçoit au niveau européen que c'est vraiment très, très complexe parfois de savoir quel droit va s'appliquer au PNC ou au pilote. Donc voilà, ça c'est un premier outil pour lequel on voit beaucoup de possibilités. Pourquoi je disais espoir? C'est parce que normalement, à la fin de l'année, ou plutôt maintenant, début de l'année prochaine, la Commission européenne doit faire une proposition de modification d'un règlement, un règlement de base du service aérien européen, le règlement 1008-2008, et on a l'espoir de faire intégrer un chapitre social dans ce règlement, ça ce serait vraiment l'idéal, ou au moins quelques notions qui nous permettraient de lutter contre des mauvaises pratiques qui existent. On pourrait aussi modifier des choses concernant le wet lease, parce qu'il y a une partie dans ce règlement qui parle du wet lease intra-européen et aussi pays tiers. Donc là, si on souhaiterait renforcer, on va dire, les critères pour pouvoir recourir à ce wet lease. Je vais peut-être laisser un petit peu la parole à Christelle avant de parler de la grève. Oui, c'est un sujet que nous maîtrisons moins bien du côté des PNC, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de recours à des PNC détachés, en tout cas qu'ils nous reviennent moins au SNPNC que chez vous pour les pilotes, et notamment chez Ryanair et dans d'autres compagnies, c'était vraiment un sport national. De la même manière que les pilotes sont plutôt mieux organisés que nous, même au niveau national, et savent mieux se faire entendre, j'ai l'impression aussi qu'au niveau européen, ils ont atteint une meilleure coordination, et que, bon, évidemment, toutes les problématiques qui ont été soulevées, nous les connaissons, mais nous avons probablement moins de moyens et moins d'implication sur ces sujets-là, sauf s'accrocher à travailler avec ETF, notamment pour essayer d'aboutir sur ces sujets
sujet, mais nous n'avons un ECA, comme vous savez, qui travaille vraiment mieux sur ces sujets. Du coup, je vais plutôt passer à la question que j'avais notée tout à l'heure, enfin, je l'avais prise en photo, sur le fait que la grève soit un bon moyen ou pas de ramener ces compagnies ultra low cost qui ne respectent rien à entrer dans le rang. Je ne crois pas, en fait. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je vais prendre comme exemple Volotea et Ryanair, quoique Vueling, je les sors un petit peu de l'ultra low cost. Finalement, on a fait des grèves il y a 3 ans qui nous ont permis de parvenir à la signature d'accords collectifs et même des négociations annuelles obligatoires et des choses comme ça. Donc, je mets Vueling de côté aujourd'hui. En tout cas, en France, pour les PNC, les 2 compagnies qui nous posent le plus de problèmes, c'est Ryanair et Volotea. Et on a 2 problématiques. La première, c'est que les PNC arrivent de plusieurs pays. Donc, alors que je crois que chez Ryanair, d'après ce qu'on m'a expliqué, les pilotes c'était des Français qui sont contents de revenir en France et qui donc vont tout faire pour essayer de garder cette base. Chez les PNC, ce sont plutôt des Italiens, des Polonais, enfin des travailleurs européens qui espèrent qu'un jour Ryanair leur donnera un poste dans leur base. Et donc, il y a une forme de chantage qui est fait par la compagnie Ryanair en leur disant, grosso modo, si vous faites grève, vous n'aurez pas votre base. Si vous faites grève, vous ne passerez pas chef de cabine. Et lors des grèves que nous avons faites au printemps dernier et au début de l'été, Ryanair a mis à exécution ces menaces. Et donc, disons que ceux qui n'ont pas fait grève ont obtenu des bases qu'ils demandaient ou sont passés chefs de cabine. Ça, c'est l'un des premiers problèmes qu'on va avoir. Le deuxième, c'est qu'il y a énormément de turnover. Je ne sais pas, c'est du 50% de turnover chez Ryanair. Donc, les gens partent très vite dès qu'ils se rendent compte que les conditions de travail sont ce qu'elles sont. Donc, même notre délégué syndical se retrouve assez seul. Alors, il est très courageux, il a une vie personnelle installée sur l'une des bases. Donc, lui, il se bat pour ça, mais son équipe qui avait été élue avec lui aux élections, je crois qu'ils étaient à peu près une dizaine, ils ne sont plus que 2 aujourd'hui. Donc tout ça rend les choses extrêmement difficiles pour négocier. Ryanair, donc Volotea ne discute même pas. Alors eux, voilà, encore Ryanair a fait semblant de nous recevoir pour des négociations pendant plusieurs semaines. Et puis, on s'est rendu compte qu'au final, ils voulaient juste éviter une grève au début de l'été. Et puis, voilà. Donc là, ils ont réouvert des discussions depuis le début du mois de septembre. Et peut-être qu'on parviendrait à un accord. Mais encore une fois, hein, ce pas des accords où on obtient des améliorations des conditions de travail ou de rémunération. C'est plutôt des accords où on va aller vers le socle minimal et le respect du droit en France, puisque voilà, c'est des compagnies qui ne payent pas les heures supplémentaires, les jours de repos ne sont pas du tout ceux qui sont prévus dans le code des transports. On en est là, donc c'est plutôt par accord faire que le droit soit respecté. C'est vers cela que nous allons, mais avec beaucoup de découragement pour les salariés, parce que quand vous êtes payé au SMIC et qu'il faut faire 2-3 jours de grève et qu'au final, vous ne voyez pas d'amélioration concrète, eh bien, vous avez un grand découragement qui s'installe et des PNC qui, dès qu'une autre compagnie va embaucher, va partir. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui avaient pris des mandats, qui ne souhaitent plus rester dans ces compagnies-là, puisqu'ils voient bien que rien n'avance. Voilà. Donc, la grève n'est pas exactement un moyen, parce qu'ils sont très riches, donc ils s'en foutent. Oui, côté pilote, je vais avoir un petit peu le même avis. Peut-être qu'on a une petite différence, on va dire, au sein de Ryanair. C'est qu'il y a encore 2-3 ans, on avait très peu de pilotes syndiqués chez Ryanair.
Et là, on a quand même un taux de syndicalisation qui est assez intéressant. Donc, ils se sentent un petit peu plus protégés, on va dire, le nombre faisant la force. Donc, on a déposé 2 préavis de grève chez Ryanair cette année, un au printemps, où nos représentants ont réussi à négocier un premier accord. Alors, comme le disait Christelle, hein, c'est en général, on négocie pour l'application du droit français, donc c'est quand même c'est assez aberrant. On a quand même obtenu des petites choses, mais on a quand même dû redéposer un préavis de grève pour voir cet accord appliqué. Après, je mettrai quand même un petit bémol, parce que c'est vrai que Ryanair, c'est une compagnie qu'on ne lâche pas. Dès qu'on peut, on les attaque en justice. Et moi, j'ai l'impression que si on a réussi aussi à signer ces accords, c'est parce qu'on a gagné encore enfin, pas nous, là, c'est pas nous, c'est un pilote individuel, mais bon, qu'on a soutenu, qui a gagné contre Ryanair. Alors, pourquoi on a pu avoir ce pilote? C'est parce qu'il est parti de chez Ryanair, mais on avait toutes les informations, etc. Et du coup, le juge a condamné Ryanair pour travail dissimulé, pour non-paiement d'heures supplémentaires, pour non-règlement des congés, etc. Donc, je pense que Ryanair a aussi eu peur, je ne vais pas utiliser ce terme, mais enfin, ils se sentent un petit peu cernés. Comme à l'époque où on les avait attaqués une première fois, où ils avaient fermé toutes les bases en France. Ils ont bien été obligés de revenir et d'ouvrir cette fois des vraies bases françaises avec l'application du droit français. Donc, Ryanair voit quand même que le recours en justice finit on finit par réussir à les faire condamner. Bon, ils gagnent toujours du temps, hein, parce que, comme je le disais aussi tout à l'heure, le temps long de la justice, ils gagnent pendant 5-6 ans la possibilité de faire leur pratique. On sait que quand c'est du pénal en France, les amendes, elles sont, on va dire, ridicules, basse par rapport à ce que Ryanair a pu gagner. Donc, voilà, c'est pas toujours dissuasif. Je pense que c'est une tactique aussi de Ryanair, hein, d'aller jusqu'au bout, parce qu'ils font appel à chaque fois. Ils tirent, comme le disait Christelle, hein, ils ont des moyens aussi, donc ils tirent le plus longtemps possible. Et c'est un peu, bon, tant qu'ils sont… Ils ont plusieurs tactiques, pas vu, pas pris. Pris mais pas encore jugé. Enfin, et puis ils ont le temps, ça leur permet de changer leur mauvaise pratique. Ils sont toujours aussi très très inventifs. Voilà. Mais bon, dès qu'on peut, on récolte des informations, on saisit l'inspection du travail, on saisit, enfin, on se porte partie civile, on soutient des pilotes qui veulent les attaquer. Voilà, c'est là un peu la politique des petits pas, et ça finit par payer, mais ça met du temps. Et puis, sur la grève, donc pour revenir à la grève en tant qu'outil en tant que tel, comme Christelle, j'ai la même vision. Ça ne sert pas toujours à grand-chose. On a bien vu Volotea, on a déposé des préavis de grève, on n'a rien obtenu. Et ils arrivent à dégoûter et à virer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à virer les représentants syndicaux. Donc, je pense que maintenant, Volotea est presque pire que Ryanair. C'est qui n'était pas simple. Oui, je ne veux pas tarder trop, mais il y avait quand même une question. Je pense que vous avez vous avez mentionné le rôle de l'inspection inspection du travail, parce que vous avez parlé d'action pour le respect du droit national. Est-ce qu'il y a un rôle des inspections sur ça, ou c'est juste que c'est trop difficile à contrôler et donc ils n'ont pas vraiment un rôle à jouer? Je voudrais répondre.
Je commence si tu permets, Marie-Claude. Ça dépend des inspections du travail. Déjà, ça dépend des bases sur lesquelles ils sont. Là, par exemple, à Bordeaux, que ce soit contre Ryanair ou Volotea, qui ont tous les deux des bases à Bordeaux, nous avons un inspecteur du travail qui dresse des procès-verbaux, qui a aussi initié des contentieux. Et puis à Marseille, par exemple, des inspections du travail qui ne bougent pas. Donc, je ne peux pas dire aujourd'hui que l'État nous soit vraiment d'un grand soutien. Quand nous avons des échanges avec le ministère des Transports ou avec la DGAC, on leur rappelle aussi que quelque part, ils sont aussi coupables en laissant Ryanair prendre des créneaux sans respecter le droit du travail. Enfin, on le fait autant que nous pouvons. Et finalement, la DGAC n'a pas vraiment d'organe de sanction. Donc, il faut une coordination entre la Direction générale de l'aviation civile et les inspections du travail en région, en sachant que qu'il faut aussi comprendre de quoi on parle. Encore une fois, c'est toujours un métier très spécifique et je ne suis pas sûre qu'une fois qu'un inspecteur de travail part, le temps qu'il faut pour ingurgiter toutes ces conditions de travail très spécifiques soient toujours bien pris par les nouveaux arrivants pour nous aider. Et donc, comme le disait Marie-Claude, il ne nous reste au final que les contentieux devant les tribunaux pour contraindre Ryanair, mais en sachant qu'encore une fois, pour Volotea, moi aussi, c'est ma plus grande inquiétude aujourd'hui, Volotea. Voilà. Je te laisse, Marie-Claude, peut-être compléter sur on a le même constat, hein, ça va dépendre de l'inspection du travail. Voilà, on travaille bien avec Bordeaux, avec Nantes. Un truc quand même aberrant, c'est par exemple à Roissy-Charles de Gaulle, il n'y a pas d'inspecteur dédié. C'est quand même c'est incroyable. Il n'y a pas d'inspecteur dédié. Alors, je ne veux pas mettre l'opprobre sur l'inspection du travail, hein, qui ont des problèmes de moyens, de personnel. Mais c'est vrai que là, on voit des choses Orly, CDG, Marseille, où il n'y a quasiment pas d'inspection du travail dédiée au secteur aérien. Voilà, ça fait quand même poser question. Après, côté ministère du Travail, on sent qu'il y a des frémissements quand même au sein de donc la Direction générale du travail qui est responsable de l'inspection. Avoir un attrait un petit peu plus, on va dire, frémissant pour l'aérien. Voilà, pour terminer un peu sur une note d'espoir, au moins au niveau européen, ils sont un petit peu plus attentifs et ils ont envie d'avancer aussi un petit peu. Voilà, merci beaucoup pour cette dernière ronde de discussion. C'était très intéressant pour moi. J'espère que c'était aussi très intéressant pour les publics. Je vais juste partager mon écran pour terminer. J'avais inclus quelques conclusions qui m'étaient venues à l'esprit en préparant cette discussion, mais c'est plutôt des conclusions d'un scientifique qui se pose des questions et qui trouve des choses intéressantes, même s'ils ne sont pas toujours des situations, disons, heureuses pour les conditions de travail et les dialogues sociaux. Et mon premier constat et point d'interrogation et question qu'il faudrait vraiment explorer plus, c'est ce décalage entre le fait que ce soit un secteur avec un taux de syndicalisation si élevé et de façon si transversale, plus ou moins dans tous les pays qu'on a couverts avec notre projet, les taux de syndicalisation est très élevé et pourtant, on retrouve à chaque fois des énormes difficultés pour les dialogues sociaux, notamment avec certaines compagnies, mais aussi une dégradation en général des conditions de travail aussi
dans des compagnies nationales ou legacy qui introduisent des pratiques de low cost, soit à travers la création des filiales, soit à travers l'importation à travers le wet lease ou d'autres manières. Et évidemment, l'explication se retrouve dans cette concurrence internationale qui est très importante, mais aussi de la mobilité. Il s'agit d'un des rares secteurs où ce n'est pas seulement la main-d'œuvre qui est mobile, c'est à la fois la main-d'œuvre et les moyens de production, c'est-à-dire les avions. Et donc, ça, on le voit dans les difficultés et je pense qu'on a un peu ressenti dans la discussion à propos de la grève, difficulté de trouver des outils qui soient encore efficaces pour ramener à la table de la négociation des compagnies qui juste ne veulent pas, des compagnies récalcitrantes. Pour le dernier point, là, l'autre chose intéressante, c'est la déviation de modèles nationaux. J'ai mis en lumière à plusieurs reprises la spécificité et la question si en elle-même, cette spécificité, cette différence crée potentiellement des tensions dans le sens qu'il est un secteur difficile à saisir. Nous l'avons entendu maintenant, c'est compliqué, c'est technique et c'est à chaque fois différent. Pour quelqu'un qui s'approche avec une connaissance, disons, générale, imaginée des relations professionnelles en France et qui immédiatement est confronté à l'absence d'une convention de branche, tout simplement, et à un système qui est presque un système libéral, pour ainsi dire, de négociation collective, c'est-à-dire une convention d'entreprise entièrement liée à la force du syndicat dans cette entreprise-là et toujours soumis à la volonté ou non de l'entreprise d'aller jusqu'au bout dans son opposition au syndicat. Donc, voilà pour juste des pistes d'intérêt pour le futur, pour notre recherche dans le secteur. Donc, je tiens à remercier encore une fois mes interlocutrices qui ont été avec moi tout au long du projet. Donc, si j'ai jusqu'ici compris quelque chose du secteur, je le dois largement à nos conversations. Donc, je tiens à vous remercier encore une fois. Je remercie aussi les publics qui étaient avec nous, même si quelqu'un a commencé à nous quitter parce qu'à 14 heures, il y avait pas mal de personnes qui devaient donner cours ou similaires. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant et j'espère de vous retrouver pour un prochain événement du projet Viral. J'ai inclus le site dans cette dernière slide. Vous y trouverez les rapports dès qu'ils seront publiés, ils seront accessibles sur les sites et déjà vous trouvez dans le site répertorié toutes nos activités. Si vous avez des questions concernant le projet, n'hésitez pas à rentrer en contact. Mon email est aussi dans les slides. Je vous remercie encore une fois.